Le cortège nuptial d'Elsa. Ah, c'est dommage, Laurent, parce que tu es en train de couper juste la grande descente de la fin, qui est la chose la plus sublime. Ne connaissant pas le morceau. Alors c'est particulier, je découvre un morceau. Hein. Cortège nuptial d'Elsa, donc par Liszt. Lohengrin, dans le Lohengrin. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour Wagner, pour Nietzsche, pour beaucoup de compositeurs d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment, mais chez beaucoup consciemment, il y a une grande différence entre les gammes ascendantes et les gammes descendantes. Là, à la fin, il y a la gamme descendante, c'est-à-dire les gammes descendantes qu'on trouve chez Mozart et qu'on trouve chez tous les romantiques. La gamme descendante, c'est comme l'acceptation d'une énergie qui descend d'en haut, la soumission, l'obéissance, alors que la dame, c'est intéressant lapsus, ça cause de la chatte là-dedans. La gamme ascendante, c'est au contraire la quête, la demande, la prière, la quête de l'absolu vers le haut. Et le fait dans les musiques qu'il y ait des gammes qui montent ou des gammes qui descendent, oui, je suis fatigué, toute fatigue. Alors, les gammes qui montent et les gammes qui descendent sont vraiment deux types d'énergie extrêmement différents. Et on trouve ça beaucoup chez les romantiques, en particulier chez Wagner. Par exemple, dans Parsifal, au début, il y a toutes les gammes tout le temps qui montent, il y a vraiment la quête du héros vers le haut. Et puis dans Lohengrin, il y a cette descente comme ça sublime, tranquille, après l'exaltation, tous les degrés qui descendent.
Et c'est très très important pour les compositeurs, les montées et les descentes. Et en particulier dans les opéras, évidemment. Et en fait, à l'écoute de cette musique, je voyais un film muet, en noir et blanc, avec, pourquoi pas Chaplin, en train de jouer avec cette jeune femme à la vendeuse de fleurs, par exemple, avec cette aspiration au bonheur, à l'amour, et puis la désillusion, peut-être aussi, la tristesse, la soumission, où finalement le sort en est jeté et le destin fait que. Enfin, ça, c'est une vision qui n'engage que toi. Moi, je vois plutôt une chose un peu moyenâgeuse. Là. Je vois plutôt les chevaliers de la table ronde, l'amour courtois. Oui, le romantisme, d'une certaine manière, oui, pourquoi pas aussi. Alors, puisque tu parles de montée et de descente dans le cadre de la musique, on va écouter, si tu le veux bien, Rituel de l'amour de cet album, Résonance et Mouvement, justement, voir un petit peu la différence. Là, c'est une musique très tendue, mais c'est vraiment une musique qui est conçue pour la danse. C'est presque obsessionnel.
Pourquoi avoir appelé ce morceau le rituel de l'amour, hein, avec ce côté obsessionnel justement? Parce que les 5 premières pièces de Résonance Mouvement, c'est 5 arguments qui se suivent, avec l'histoire des tribus qui descendent des montagnes et qui vont rapter les femmes. Et donc il y a toute une chose sur la mort, sur l'amour. La pièce qui suit d'ailleurs, c'est Présence de l'âme-oiseau, parce que tu sais que on dit souvent que quand quelqu'un est dans l'au-delà, des fois elle revient voir les vivants sous la forme d'un oiseau. C'est une chose qu'on trouve dans beaucoup de traditions chamaniques et des Indiens. J'aimerais bien qu'on écoute juste le début, si tu veux bien. Elle vient. Voilà, la voici. Présence de l'âme-oiseau. Alors, on entend bien l'oiseau chanter. Oui, je veux dire, ce jour-là, je crois que j'étais dans un état chamanique moi-même un peu spécial parce que je suis incapable de rejouer ça. Il y a une espèce de gazouillis d'oiseau comme ça qui est venu sous les doigts. Je me suis laissé complètement emporter par la musique et je ne peux pas le rejouer comme ça. Je suis incapable de le rejouer comme ça. Bon, ça fait partie du mystère de la création. Ça, c'est le côté typique de l'improvisation. Si tu demandais à Keith Jarrett de refaire le concert de Cologne, est-ce qu'il peut le refaire? Pas forcément. C'est des moments comme ça. Mais ce qui était intéressant là, c'est en fait, on retrouve ça dans beaucoup de traditions, que donc celui qui est parti vers l'au-delà revient sous la forme d'un oiseau. Et moi-même, j'ai eu des expériences un peu chamaniques avec des oiseaux dont je ne peux pas parler là, mais qui sont assez impressionnantes. Alors, là on va venir à Nietzsche parce qu'on arrive sur le thème de l'éternel retour. On va souvent parler Nietzsche. Il y a un très beau... Alors, il y a des très beaux poèmes de Nietzsche. Je vais t'en lire un avant qu'on écoute la musique. Je suis revenu, fatigué comme un voyageur, à qui le pays natal chante avec douceur son chant du soir. Cœur toujours le même, feuille agitée. Laisse-toi choir, trouve ici asile. Yeux insondables, enfants mystérieux. Regard, voyez comme une magie, ici enveloppe tout. Cœur, mains, yeux, dans la senteur du sapin reposé immobile sous le voile de lumière dorée du crépuscule. Je ne sais pas si l'heure de ma joie est fanée. Comme un rêve, le souvenir chante son chant étrange. Je ne sais pas si l'heure de ma peine est passée. De loin, en profonde compassion, son souffle me touche d'un sourire. Voilà, tout ça sont des textes. Nuages au loin, voile, pousser la barque légère de voyageurs,
sur votre orbite illuminée d'étoiles. Un doux tintement de cloche s'élève de la vallée. Est-ce un moine qui mélancoliquement tire la corde pour sonner? Est-ce avec nostalgie qu'il regarde le voyageur fatigué qui dans le crépuscule rejoint comme un saint? Je me suis assis sur un rocher des heures durant, m'efforçant d'entendre dans mon souvenir une pleine volée de cloches. Suis-je le moine ou le voyageur? Jamais plus je ne l'ai su. Solissime passait en glissant, pâle la lune. Et ça rappelle tout à fait les petits poèmes japonais. Est-ce que je suis le papillon qui rêve d'un homme ou l'homme qui rêve d'un papillon? Je trouve très très beau ce poème de Nietzsche. Il y a beaucoup de poèmes. Il y en a, avant d'écouter une chose, je vais t'en lire un autre sur l'amour qui est tellement beau. Je rêve au matin calme, regardant passer les nuages. Avec quelle douceur par les arbres tremble la jeune journée. La brume palpite et ondoie par-dessus l'aurore rose. Personne au monde ne sait que je suis aussi triste. Volée d'oiseaux fuit gaiement et chante de façon si charmante, si gracieuse. J'aimerais pouvoir voler où mon cœur désire. Je regarde et pleure, aucune voile de tout l'horizon. Si triste, si solitaire, de chagrin mon cœur se brise. La brume palpite et ondoie par-dessus l'aurore rose. Je suis seul au monde à savoir pourquoi je suis si triste. 1862, l'année de la naissance de Debussy. Alors je vais faire un plus joli parce que ça c'est... On arrive au matin, on va pas foutre le cafard quand même à nos auditeurs. Il y en a un très beau sur l'amour. Attends, je vais te trouver. Qui est vraiment magnifique. Évidemment quand on cherche une page, on la trouve jamais. Il y a aussi des poèmes très très beaux sur Dieu. C'est étonnant de la part de Nietzsche. Je te demande une seconde. Tu as appelé Seigneur, je viens, et me tiens aux marches de ton trône. Enflammé d'amour, ton regard si tendrement, si douloureusement rayonne jusqu'au fond de mon cœur. Seigneur, je viens. Et celui-là, mon cœur est vaste comme une mer, ton visage est souris baigné de soleil, en profonde, douce solitude, où délicatement vague sur vague se prise. Est-ce la nuit? Est-ce le jour? Je ne sais, mais ton visage baigné de soleil me sourit, si charmant et si doux, et je suis heureux comme un enfant. C'est le vent à minuit qui frappe à ma fenêtre, c'est l'averse tendre qui tombe goutte à goutte, délicate à mon toit. C'est le rêve de mon bonheur qui passe sur mon cœur caressant comme le vent. C'est l'haleine de ton regard qui passe sur mon cœur comme un baume de pluie. En tes yeux mouillés de larmes se prolonge un regard, douloureusement d'un chagrin cordialement dissipé de toi et moi, d'heures disparues et d'un bonheur enfui, à rappeler le souvenir commun. Aux heures paisibles, je pense souvent à ce qui, avec tant d'attrait, m'angoisse et m'effraie, quand, inattendu à mon insu, un doux rêve s'étend sur moi. Je ne sais ce qu'ici je pense et je rêve, je ne sais ce qu'il me reste à vivre, et pourtant, quand je suis ainsi ravi, le cœur me bat avec un tel désir. Un aspect de Nietzsche qu'on ne connaît pas du tout, c'est dans un recueil qui s'appelle Dithyrambe pour Dionysos, paru dans Poésie Gallimard. C'est les merveilleuses petites collections. Ah, peut-être on peut écouter une musique de Nietzsche. Parce qu'il y a Orage, par exemple, parce qu'il y a vraiment une invention mélodique incroyable.
passage de Nietzsche au piano, bien entendu. Pourquoi ce morceau-là en particulier ? Parce que je trouve que c'est peut-être un des morceaux de Nietzsche qui fait le plus apparaître le don mélodique. Nietzsche est quelqu'un qui avait beaucoup d'inventions mélodiques. Par contre, il avait un défaut, il n'avait pas beaucoup le sens du développement. Qu'est-ce que tu appelles le développement ? Le développement, c'est-à-dire que quand on écoute des œuvres de Brahms ou de Schumann, il y a un thème, et puis il y a des développements, puis il y a des ponts, il y a des aiguillages, il y a des voyages, il y a des transitions, il y a d'autres thèmes qui arrivent, il y a des épisodes. Ouais. Chez Nietzsche, en général, c'est assez court. Et puis il faut voir aussi que c'est une musique d'écrivain. Quand je dis c'est une musique d'écrivain, c'est quelqu'un qui raconte une histoire chaque fois. Et qui n'est pas dans les... Il a beaucoup travaillé à la musique, hein. Il a écrit beaucoup de musique, il a fait des études sérieuses et tout, mais il est quand même pas dans la pratique habituelle, dans le développement habituel des compositeurs et des règles dictées par les conservatoires. Du coup, ça donne des musiques par moments qui s'arrêtent en plein milieu, qui restent suspendues. Et je dis souvent, c'est exactement quand on regarde un papillon, on ne sait pas du tout où il va se poser. Alors, le fait que ces musiques soient un petit peu suspendues, comme ça, qu'elles restent en l'air, on ne sait pas très bien, puis c'est court, puis il n'y a pas de développement, ça donne une espèce de charme poétique complètement étrange. Mais je pense qu'avec les dons mélodiques qu'il avait, s'il avait vraiment décidé d'être compositeur et pas écrivain, je pense que ça aurait été un très grand compositeur. Puis il était un petit peu découragé par... il était très aimé par Clara Schumann, trouvait ça formidable, mais un peu découragé par Hans von Bülow, parce qu'il avait écrit une pièce qui s'appelait Manfred, et Hans von Bülow, qui dirigeait les œuvres de Wagner, l'avait un petit peu envoyé balader, donc il s'est senti un petit peu blessé, un peu rejeté. Mais moi je suis en train de préparer donc 3 CD des musiques de Nietzsche, et je découvre vraiment des choses absolument fabuleuses, des fois au niveau des harmonies. Si tu veux, on peut... Tiens, si tu peux mettre le tout dernier. Numéro 3, c'est ce que tu voulais, non ? Non, on va mettre le 8 d'abord. D'accord. Alors le 8, ça rappelle presque la symphonie des psaumes de Stravinsky. Tu vois, c'est une musique labyrinthique un peu étrange. Le chant des morts. Tu vois, cette musique un peu énigmatique, il y a toute la tristesse en même temps de Nietzsche, il y a quelque chose de déchirant. C'est vraiment le Nietzsche qui disait ou l'éternité, l'amour éternel, ou la mort subite, mais rien entre les deux. Quelques questions. Alors, comment les formuler ? Je te fais part d'un ressenti. On a eu l'occasion d'écouter différents compositeurs, voire aussi de tes compositions. Une question qui peut paraître peut-être anodine, mais quel regard portes-tu sur la mort ? Quand j'évoque la mort, là, on voit avec ce dernier morceau de Nietzsche, sur l'au-delà, sur ce côté, alors non pas triste, c'est pas le terme, tu parlais tout à l'heure, juste avant le morceau Orage, de ce côté planant, l'image de ce papillon, une belle mélodie. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est dans quelle mesure cette musique te touche. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que dans ce morceau Orage, ou notamment la dernière qu'on vient d'écouter là, un sentiment que je ressens personnellement, hein,
pas la mort, c'est pas le terme. Tu veux dire la fatalité, tu veux dire? Oui, une sorte de fatalité, quelque chose le destin. De triste un petit peu. Oui. Même dans Orage, j'ai l'image de ce papillon qui effectivement colle bien, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. On ne sait pas où il va se poser, ce côté planant un petit peu, cette mélodie, je l'entends, mais en même temps une certaine forme de... Oui, alors de fatalité, de destin, je ne sais pas, quelque chose qui est là, qui est en arrière-fond, et où peut-être on ne perçoit pas forcément une joie, quelque chose qui explose alors, joie c'est peut-être le terme. Je ne sais pas si tu perçois ce que je veux dire. Il faudrait que je te fasse entendre beaucoup de musique de Nietzsche, parce qu'il y a beaucoup de musique de Nietzsche avec des caractères différents. D'abord, je crois que Nietzsche devait avoir des moments complètement neurasthéniques. Et des médecins expliquent aussi sa folie à la fin de sa vie, par le fait qu'il avait une moustache qui était tellement foisonnante, tellement énorme, qu'en fait il ne respirait pas. Il était à moitié asphyxié. Et il pensait que le cerveau n'était pas irrigué. Et ça, c'est une théorie de pas mal de médecins, qui s'est asphyxié lui-même. En même temps, il avait il y a l'épisode où il y avait un cocher en train de maltraiter un cheval, et Nietzsche s'est approché du cheval, il l'a pris par le cou, lui dit « Toi, mon frère ». Je crois qu'il y avait un côté très bon chez Nietzsche. Bon, c'est sa sœur, après, qui a complètement pris ses écrits, qui a tout transformé vers la volonté de puissance, etc. Et ensuite, ça a été récupéré par l'extrême droite, par les nazis. Mais Michel Cazenave m'avait dit que Nietzsche avait refusé un éditeur parce que l'éditeur était antisémite. Tu vois, ça fait partie des casseroles. Par exemple, tu vois, ce texte, « Il fait nuit. Voici que mon désir jaillit comme une source, mon désir veut élever la voix. Il fait nuit, voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes, et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante. Il fait nuit, voici que s'éveillent tous les chants des amoureux, et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. » Pas triste, ça. Est-ce que tu veux mettre... Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que Nietzsche était complètement passionné par Wagner, ils faisaient des 4 mains ensemble. Et puis après, il a renié Wagner, il a été vers l'Espagne, vers Bizet, vers Carmen. Alors, mets la pièce numéro 3, qui est la danse zigane. Là, tu vas voir un autre aspect de Nietzsche. Alors effectivement, danse tzigane. Comment est-ce que la première fois que tu as rencontré Nietzsche, à quelle occasion? J'ai rencontré Nietzsche parce que j'ai fait un jour un concert humanitaire, je crois que c'était au lycée Stanislas, qui est à côté de Montparnasse. Et il faisait 2 jours pour aider des associations africaines. À l'époque, il y avait une tradition comme ça chaque année. C'était rue Notre-Dame-des-Champs. Et le lycée Stanislas faisait comme ça une sorte de kermesse et tout. Puis il y avait un piano à queue dans une des classes de salle. Et il y avait pas mal de pianistes qui venaient jouer. Ils m'ont demandé de venir jouer. Et moi, je suis venu jouer des musiques de Gurdjieff. Et il y avait là un pianiste irakien
qui s'appelait Walid Halk et qui jouait les musiques de Nietzsche. Alors je lui ai offert mon disque de musique de Gurdjieff, il m'a offert son disque de musique de Nietzsche, donc des musiques d'écrivains. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Nietzsche avait composé de la musique. Et ce pianiste qui était génialement doué, et un homme merveilleux, est mort à 50 ans, je crois, d'une tumeur au cerveau, d'un truc assez rapide. Et j'ai toujours une gratitude pour lui, parce que sans lui, je ne connaissais pas ses musiques. Et même dans mes CD, je commence par lui rendre hommage dans la préface. Voilà, ça c'est aussi le côté... C'est ça qui est formidable dans l'art, c'est le moment où les artistes partagent et communiquent et s'enrichissent mutuellement. Ça, c'est la plus belle récompense. Et donc, après, je me suis passionné pour les musiques de Nietzsche, comme pour celles de Gurdjieff avant. D'où l'idée un peu d'une collection comme ça des écrivains qui ont composé de la musique. Et j'ai découvert une pièce de Pasternak qui est absolument fabuleuse. Malheureusement, Pasternak, lui, a très très peu composé. Alors, Gurdjieff, c'est à part, parce que c'est des témoignages et des souvenirs de voyages dans des lieux en Asie. Mais Nietzsche et Pasternak, c'est toujours étonnant de se dire, voilà, des hommes qui auraient pu devenir des grands compositeurs sont devenus des grands écrivains. Qu'est-ce qui fait qu'une voix est choisie plutôt qu'une autre? Ça reste pour moi une énigme. Si jamais tu veux passer la musique de Pasternak, tu peux, parce que c'est vraiment assez étonnant. Je crois que c'est sur le disque Les Steppes de l'Asie centrale, et ça doit être la pièce numéro 6. Et donc c'est l'époque, évidemment, les parents de Pasternak, Boris Pasternak, je parle bien de l'auteur de Dr Zhivago, étaient artistes, et je crois que dans la maison de Pasternak, il y avait beaucoup d'artistes qui venaient, dont le compositeur Scriabine. Il faut voir que c'est assez influencé par Scriabine, mais il a écrit ça à l'âge de 16 ans. Et on peut se demander quel compositeur ce serait devenu. Tu vois, c'est extraordinaire. Juste avant de passer le morceau en question, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler avec d'autres compositeurs? Est-ce que le travail, je dirais, avec quelqu'un, non pas toi seul, avec toi-même, mais t'as déjà été proposé ou Non, avec d'autres compositeurs jamais. Avec d'autres musiciens, oui, mais d'autres compositeurs, non. Je crois que je suis trop solitaire, trop à part de tout. Donc ça me semble difficile pour moi. Enfin, j'ai travaillé avec d'autres compositeurs après.
Boris Pasternak, donc. Compositeur, hein. C'est fantastique de penser qu'il a écrit ça quand il avait 16 ans. Alors évidemment, Pasternak a écrit 1 heure de musique. Sur 1 heure de musique, il y a un prélude qui est génial. Donc je n'ai enregistré que ce prélude parce qu'il n'est pas question d'enregistrer Pasternak, parce que c'est Pasternak et de faire un coup médiatique ou anecdotique. Mais je trouve que c'est une très très belle musique qui annonce même Rachmaninoff et tout ça, hein. C'est magnifique. Des harmonies étranges, audacieuses. C'est très très touchant comme musique. Alors puisqu'on est dans la Russie, je te propose, pour se réveiller un peu le matin, d'écouter Son mystique des cloches, Cathédrale de lumière, qui est dans le disque Temps, espace, mouvement, parce que les gongs d'1 mètre qui rentrent dans les basses du piano, on croit entendre les grandes cloches des cathédrales de Kiev. Un peu d'énergie pour se réveiller. Tiré de l'album Temps, espace, mouvement, son mystique des cloches, cathédrale de lumière. Alors là, je peux quand même dire une chose pour une certaine alchimie. Donc, j'ai enregistré un piano. Ensuite, j'ai enregistré un 2e piano sur le premier et un 3e piano sur le 2e. Pour avoir ces plans un peu du proche et du lointain, c'est-à-dire tu sais, quand on écoute ces grandes cloches dans les cathédrales de Kiev, à Moscou, il y a les cloches qui sont au premier plan, puis il y a une espèce de rumeur derrière en 2e plan, et puis très très loin derrière, il y a quand même
un troisième espace avec des cloches encore plus loin. Et ces relations entre différents espaces du proche et du lointain, ça donne un mystère. Et là-dessus, il y a les gongs qui rentrent dans les basses du piano et qui évoquent un peu les grandes cloches graves qui, elles, résonnent moins souvent. Et voilà, pour se réveiller à 5h30 du matin, un petit peu d'énergie. Et alors, comme on approche de la Russie, je te propose d'aller alors vraiment maintenant dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, dont j'ai fait une transcription pour piano, avec, si j'ai bon souvenir, le hautbois ou la clarinette qui est l'appel. Ensuite, il y a le corps qui répond, et les pas des chameaux avec les contrebasses. Et le thème de la princesse, c'est quand je lisais Michel Strogoff, que j'étais jeune. Donc ça, on est bien d'accord que c'est dans les steppes de l'Asie centrale. Voilà. Qui n'est pas sorti encore, mais qui va sortir bientôt. D'accord, voyage dans l'Asie centrale. Dans les steppes de l'Asie centrale, de Borodine. Oui. Le titre exact, c'est ça, dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine.
musique. Alexander Borodine, voyage dans les steppes de l'Asie centrale. On voyage là. Ça me fait penser au traîneau dans les steppes. En fait, c'est une très très belle musique pour orchestre, mais la transcription pour piano, c'est intéressant aussi de le jouer au piano. C'est autre chose. Nous accueillons Miroslava. Bonsoir ou bonjour. À cette heure-là, on peut dire bonjour. Oui, bonjour Monsieur Kremski. Je Bonjour. suis très heureuse de vous parler. Je remercie Laurent de vous avoir invité. Je suis enchantée par cette belle nuit. C'est un plaisir d'écouter ce que vous dites. Et la musique que vous avez composée, inspirée par les Crop Circle, c'est magnifique. Merci. J'imaginais cette musique l'écouter à côté de Stonehenge, Oui, j'aimerais bien. Oui, ou bien près sûr. d'une pyramide. Oui. Ou près d'une pyramide. J'imaginais tout cela, voyez-vous, en l'écoutant. La musique avec les gongs et les bols tibétains, Oui. cette musique, en l'écoutant, ça me transportait. J'imaginais aussi être au bord de la mer, au lever du soleil, en écoutant la musique que vous avez composée. Vous me faites rêver là. Merci. Oui, au bord de la mer, ou alors dans une clairière, la nuit, en pleine nuit, dans une clairière, entourée de forêts. Ah là là. Bon, il y a des images, en tout C'est cas. une musique apaisante, hein. J'espère. Mais vous avez une question spéciale à nous poser? Non, je vous dis tout ce que je ressens. Ah, c'est Oui, très bien. je voudrais vous demander, les gongs Oui. et les bols tibétains Oui. sont en cuivre? Non, les bols sont faits dans les 7 métaux, dans lesquels rentre de l'or, de l'argent, etc. Ils sont fondus dans les 7 métaux. Théoriquement, les bols les plus authentiques sont faits pour certains moines. Alors on étudie, paraît-il, le thème astrologique de ce moine, et en fonction des planètes qui dominent, on décide de certaines proportions d'alliage avec l'argent, l'or, etc. Mais oui. je pense que très souvent, les Tibétains prennent ce qu'ils trouvent. Voilà, il y a toute une mystique du bol tibétain, il y a beaucoup de légendes, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Pour moi, ça garde son mystère, je ne peux pas vous dire que c'est vrai chaque fois. Oui, bien sûr. Je suis heureuse aussi que vous ayez parlé de Vladimir Horowitz. Oui, c'est un grand pianiste pour moi. Je voudrais vous demander aussi la mairie du 4e Oui. à 15h, île Saint-Louis. Oui. Mais Non, c'est pas dans l'île c'est tous les Saint-Louis. jours? Non, pas Non, c'est pas dans l'île Saint-Louis, la mairie du 4e. Elle est entre la rue de Rivoli et la rue François-Miron, juste à côté de l'église Saint-Gervais. oui, Et à peu près une fois par mois, j'organise un concert. Ah, c'est une fois par mois. Voilà. Le prochain, c'est le 27 février à 15h, samedi 27, avec le pianiste Irakli Avaliani, qui est un merveilleux pianiste géorgien, qui va jouer Schumann et Chopin. Et après, il y a le 13 mars, quintette de Brahms, quintette de Schumann, avec un quintet emmené par Michel Strauss. Enfin voilà, j'organise Ah oui, c'est magnifique. une fois par mois, donc c'est à 15h le samedi après-midi, l'entrée est libre. Oui, Et il faut venir en avance parce qu'il y a maintenant beaucoup de monde. oui, bien sûr. Je vous ai écouté aussi un jour avec Marie-Thérèse Debrosse, dans la oui. vague d'OVNI le mardi. Oui, vous m'avez entendu délirer. Oui. Ah non, pas du tout. Non. Non, moi je rêve beaucoup d'OVNI, moi. Ouais. Alors voyez-vous, Bon. je fais beaucoup de rêves. Je suis heureuse, vous nous avez fait découvrir beaucoup de choses. Et entre autres Nietzsche, compositeur, musicien, et Boris Pasternak. Oui, Oh absolument. là là, c'est magnifique. Hein. Je suis Vraiment, content que ça- il fallait absolument que je vous téléphone pour vous dire tout ce que je ressens. C'est très très gentil. Ah oui. Merci beaucoup. Merci pour cette belle nuit encore une fois. Merci. Et revenez vite, que Laurent vous invite. Au revoir. Merci Miroslava. Je voulais vous dire aussi en effet, le gong rappelle les grosses cloches au son Oui, grave, tout à fait. là-bas de cette lointaine Russie. Oui, c'est utilisé pour ça, oui. Il y avait un film que j'avais adoré, c'était Alexei Roublev. C'était Ah tellement- oui, magnifique. Oui. Magnifique. Oui. Bien. J'aime beaucoup aussi Borodine. Ah, c'est beau, Borodine. Ah là là, Mais Borodine. tout est beau. Voilà. Merci. Je vous remercie, Monsieur Kremski. Merci. Merci beaucoup. Bonne Pour journée. cette belle soirée. Au revoir, Laurent. Au revoir Miroslava. Merci.
Ouais, il y a encore des auditeurs, hein. Voilà. On rêve pour une chose calme, peut-être un petit extrait de Le Prince Igor de Borodine. Pour avoir un peu d'amour. Donc c'est le 3e morceau de ce CD à paraître. Voilà. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, ce qui compte évidemment, il y a les notes dans la musique, mais ce qui est important, c'est le phrasé. C'est-à-dire c'est la nuance, la manière dont chaque note est différente de l'autre, tout en étant dans un mouvement continu. Et quand le phrasé est juste, et je crois que là, dans cette interprétation, je pense qu'il est juste, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est touchant. Parce qu'on part avec la mélodie, on rentre dans le rêve, là on rentre dans l'amour, on rentre dans le... Ça me rappelle le film Horizon perdu de Capra. Et je crois que j'attache une grande importance au phrasé, et à la manière d'enchaîner les notes. Et c'est pour ça que j'étais tellement admiratif tout à l'heure des enregistrements de Chopin par Rustem Saïdkulov, parce que là, même à l'intérieur de la vitesse, il y a le phrasé. Et s'il n'y a pas le phrasé, alors on enchaîne les notes, mais il ne se passe rien. Alors comme je vois qu'on va arriver à la fin, je te propose d'écouter dans Résonance Mouvement, il y a une petite pièce qui est alors plus proche d'une musique de film, qui s'appelle Le Passage de l'Aube, qui est l'idée après avoir lu Borges, un homme et une femme qui se rencontrent à Buenos Aires, à la sortie comme ça, très tard, d'une boîte de nuit, vers 5h du matin, avec la pluie, les toits un petit peu dans la brume. Ça s'appelle Le Passage de l'Aube. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que j'ai improvisé ça comme ça, et à un moment donné, il y a une espèce de mélodie qui s'est mise à naître entre les deux mains, je ne comprends même pas comment j'ai fait. Tout le monde croit qu'il y a 3 mains, non, il n'y a que 2 mains, mais je me demande comment j'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal même à réécrire la partition.
une belle rencontre que celle-ci. Le matin naissant, le passage de l'aube, cette notion de pont, encore une fois, entre résonance et mouvement, là aussi le pont. Oui. Et alors justement, tu souhaitais qu'on écoute ce morceau de Schumann. Schumann, nous sommes dans le bicentenaire Chopin, mais Schumann aussi est né en 1810. Il ne faut pas oublier que Schumann avait dit en parlant de Chopin, chapeau bas, un génie est né. C'était l'époque où les artistes s'admiraient, ne se tiraient pas dans les pattes. Et c'est, je crois, la dernière œuvre de Schumann avant sa mort, qui s'appelle Le Chant de l'Aube. Musique qui coule comme une eau tranquille, sereine, lumineuse, belle. On revient encore une fois au chant de l'aube, le passage de l'aube. Intéressant, on va voir. Et c'est un disque qui va sortir dans quelques temps aussi.
J'aime bien non pas cette dualité, mais le passage entre la fin de la nuit qui a été certainement très agréable, très belle, et puis en même temps ce changement dans un nouveau monde en fait. C'est la fin d'un autre, pas tout à fait le commencement d'un autre, et que l'on quitte l'un pour aller vers l'autre, il y a cette... mon cœur balance, je dirais, des allées et venues. Mais tu sais, j'explique souvent aux gens que, justement, entre le son et le silence, entre le plein et le vide, il y a un passage. Et c'est dans ce passage que demeure le mystère des choses. Compter jusqu'à 3 et pas jusqu'à 2. Donc on a passé toute une nuit à parler. Je te remercie de m'avoir accueilli comme ça. Et à écouter. Ouais. Juste la dernière intervenante de cette nuit, Nathalie. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour à tous et bonjour à l'invité. J'ai oublié son nom. Je suis désolée, je viens à peine de me lever. J'aurais voulu savoir l'avant-dernier compositeur que vous avez mis. Et ça durait juste 1 minute. Parce que je crois qu'il y a eu un rap qui a été fait dessus. C'était Borodine, le Danse de Prince Igor, non? Juste après la dame qui est intervenue. Alors là, c'est difficile à voir parce qu'on a fait beaucoup de choses. La dame qui est intervenue... C'est juste avant le morceau que vous veniez de passer. Juste avant ce morceau-là? Oui, juste avant ce morceau-là. C'est Résonance mouvement. C'est pas... Non, c'est Borodine. Non, voilà. Et il y a un rap qui a été fait dessus, je crois. Borodine, oui, la danse de Prince Igor, c'est très connu, il y a eu beaucoup d'arrangements. Oui, c'était très joli. C'était très joli à l'entendre comme ça, simplement. Oui. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis, je remercie Laurent de nous faire connaître autre chose. Merci voilà. Nathalie, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Et oui, dans les merci. Alain Kremski, merci, un grand merci pour cette nuit. Déjà d'une part pour nous avoir fait découvrir votre monde, la manière dont vous le percevez, en tout cas une parcelle ou des parcelles, et de votre parcours, pas uniquement en tant que compositeur, mais aussi en tant qu'homme. Et que puis-je rappeler peut-être pour les auditeurs que Alain Kremski sera en concert, un concert lecture, je dirais en collaboration avec Serge Méret, qui lui sera à la lecture de textes sacrés poétiques d'Orient et d'Occident. Alain, tu seras donc à la composition, j'entends à la mise en place, déjà d'une part des bols, et à jouer. Bol du Japon, bol du Tibet. Des gongs. Oui. Cela se fera à l'espace de l'association Les Temps du Corps. Alors les temps TEMPS, du corps CORPS, le 20 février à 21h au 10 rue de l'Échiquier à Paris. L'entrée est à 15 € approximativement. Il n'est plus l'heure d'appeler, désolé. L'émission est terminée. 15 € pour tous ceux et celles qui souhaitent venir, et puis 10 € pour les étudiants, c'est bien ça? Voilà. Et donc tous les une fois par mois, le samedi. J'organise des concerts à la mairie du 4e, ça s'appelle Mélomania, et il faut regarder sur Internet. Il faut regarder sur Internet. Mairie du 4e, mairie de Paris. Voilà. Bah, écoute Alain, pour commencer cette nouvelle année, puisqu'on est encore en janvier, je te souhaite le meilleur pour la réalisation de tes projets, quels qu'ils soient, que tu puisses voir cette année 2010 la réalisation de ces fameux projets. Et il y a un proverbe en Grèce qui dit que quand les dieux veulent éprouver un homme, ils lui accordent ce qu'il demande. Il faut faire attention à ce qu'on demande. Merci Laurent. Au revoir Alain, merci à toi. La suite de mon programme, bien entendu, sur ici-maintenant.info, puisque nous quittons la bande FM, l'occasion pour vous, d'écouter différentes émissions avec Nicolas Baltic. Ça sera à partir de 7h sur ici-maintenant.info, pardon. Mais là, tout de suite, 6h, 7h, l'heure anglaise, animée comme tous les jours par Eckhart Tolle. Il y a un retour sur la bande FM à partir de 14h avec la revue de presse d'Alexandre. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, à 17h30 pour un nouveau magazine Santé Spiritualité. Au revoir à tous.